Ça va être la misère, il y a des travaux de ouf dans la résidence. Désolé les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 des Anneaux de pouvoir, la série Amazon Prime dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Message de routine, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir en donnant ton soutien homme de l'Ouest. Alors, beaucoup de choses à dire dans cet épisode 6. Il nous a régalé, en tout cas moi il m'a régalé. Cet épisode, comme tu le vois, va avoir en sous-titre la naissance du Mordor tel qu'on le connaît. Donc de quoi parle cet épisode? Point fort, point faible. Et ensuite, voilà, petit bilan et on se laissera là-dessus. Alors on retrouve premièrement en introduction notre armée Uruk, comme veut qu'on les appelle, comme veut qu'on dise Adar. Donc Adar, ce leader elfe à la main gantelée qui avait l'air d'être Maglor, le fils de Fëanor. Je pense que cette théorie commence doucement à s'étioler. Il faudra attendre bien sûr la fin de la série, mais j'ai l'impression qu'on fait fausse route avec cette théorie. Et pourtant, je l'aimais beaucoup. Adar, après un petit discours de motivation, mène ses troupes à la guerre. Ils vont attaquer Ostirith. C'est une énorme armée donc qui va entrer dans Ostirith un peu trop facilement. Ça a l'air d'être un piège. Eh bien oui, car Arondir les attendait et fait s'effondrer la tour d'Ostirith sur eux. Donc déjà cette scène plutôt sympa. Voilà, on pensait avoir le gros de la bataille à Ostirith. Ce n'est pas le cas. La tour tombe, elle élimine une partie de l'armée, pas tous bien sûr, heureusement, car tout l'épisode va être consacré à la bataille. Finalement, le plan des Sudérons, des hommes du Sud, des hommes de Tir Arad, c'est de fuir au village, de le fortifier et d'attendre le reste là-bas. En fait, ça va seulement être un piège, histoire d'éliminer le gros de l'armée. Ça n'aura pas l'impact escompté. Voilà, je pense que ils avaient prévu d'éliminer beaucoup plus d'Uruk que ça. Et au final, voilà, l'armée va quand même être imposante lors de l'attaque du village. On va retrouver après cette introduction rapidement des scènes sur les bateaux numénoriens. Voilà, on a Elendil, Isildur, les potes à Isildur et bien sûr Galadriel qui sont en mode briefing. Voilà, on a un briefing de la reine qui dit qu'est-ce qui va se passer. 4 jours de bateau pour remonter le fleuve et ensuite une journée à cheval. On comprend bien que ce qu'il se passe à Tir Arad et ce qu'on voit des Numénoriens est décalé. Temporellement, c'est décalé, c'est pas possible. Parce que je veux dire, pour nous, ils vont arriver à un moment, c'est pas possible. Ça montre bien que Numénor, les aventures de Numénor se passent 4 jours avant et Tir Arad se passe 4 jours après. C'est pas très bien expliqué, faut le comprendre ou le deviner. Voilà, c'est peut-être un des bémols de l'épisode et même de la série, c'est qu'au niveau de temporalité, c'est un peu brouillon. Mais bon, on leur pardonnera ce petit détail qui est récurrent dans les séries, je trouve, depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va avoir une petite conversation sympa entre Isilmou, j'ai piqué la blague à Kulten Click, à Isildur, voilà, Isildur et Galadriel. On va découvrir par cette conversation que la mère d'Isildur est morte de noyade. Peut-être c'est pour cela qu'il est un peu réticent aussi à entrer dans la marine. Lui, il se dévoile un peu plus, le personnage d'Isildur. J'ai eu du mal au début, mais là je l'aime bien. En plus, il a un côté humble, tout ça. Enfin, je me rappelle plus trop tout ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, j'aimais bien l'échange que ça a donné. Et on comprend qu'il est attiré vers les terres du milieu pour prendre son destin en main, notre poteau Isildur. Voilà, il est encore un peu jeune, encore un peu, voilà, cet aspect californien, surfeur. Je trouve qu'il ne fait pas encore guerrier, homme de la terre du milieu, mais il va évoluer, il va grandir. Une petite beubare, ça lui irait bien. Voilà. On attend en tout cas de voir qu'est-ce qu'il va advenir de ce personnage. Dans les faits marquants de Numénor, c'est un peu tout. Du coup, on revient à notre village de Tir Arad
Arondir et Browin prennent toujours les choses en main. Ils font des trous, ils mettent des palissades, ils créent des petits pièges. Voilà, on attend l'armée d'Adar et ils arrivent la nuit qui suit. Une avant-garde va les attaquer. Ils vont prendre la victoire sur cette avant-garde. Ils vont croire que, voilà, ils vont même crier un peu de joie un peu trop facilement, comme si, voilà, c'était... Enfin, ils n'ont pas peur, les mecs. Ils se disent, ouais, on a affronté, je sais pas, 30 gars, c'est bon. Finalement, ils vont démasquer et enlever les habits de leur adversaire. Et c'était les hommes de Tir Arad qui se sont rangés du côté d'Adar. Donc, ils ont buté leurs frères, leur oncle, leur père, leur sœur, tout ça. Voilà, il y a un petit côté drama qui montre que le mal pervertit et corrompt les adversaires, les amis. Et du coup, ils sont un peu blasés. Quelques minutes avant, Arondir a affronté un lieutenant Uruk. C'est Bronwyn qui l'a sauvé. Ça vient conclure un peu tout ce côté Arondir et Bronwyn sont vraiment en train de se rapprocher. D'ailleurs, ils ont échangé un baiser juste avant que la bataille ne commence, en se faisant une promesse de vivre heureux, d'amour et d'eau fraîche dans les pâturages du sud. Voilà, avec bien sûr le jeune Théo. Théo, lui, qui essaye d'être à la hauteur de sa mère, c'est pas évident, surtout qu'on comprendra plus tard que lui, il est attiré par les ténèbres plus qu'il le laisse paraître, et déjà l'épée lui manque, il a hésité à rejoindre les ennemis. Voilà, il a ce côté un peu sombre. Donc est-ce que Théo est Sauron ou le futur Sauron ou l'hôte de Sauron, ou appelle ça comme tu veux, ça n'est toujours pas, voilà, d'élite, mais ça ne se concrétise pas plus que ça. L'armée d'Adar est trop immense, trop forte. Pourtant, ce n'est que des orques, voilà, un peu primitifs du premier âge qui ont survécu. Ils sont moins bien équipés que les orques, par exemple, qu'on connaît au troisième âge. Ils sont menés par Adar. Adar, lui, il ne se mouille pas trop, mais ils vont prendre quand même l'ascendant sur les défenseurs et ils vont prendre en otage dans la taverne l'ensemble du village, et Adar veut son épée. Il veut sa clé, comme il dit. Finalement, c'est Théo qui va lui remettre l'épée, voilà, pour protéger sa mère, car sa mère, elle, s'est pris une flèche et elle est gravement atteinte. Elle risque de mourir. Arondir arrive à temporiser, il va la sauver, mais voilà, sa vie est encore vacillante. Mais Adar menace d'éliminer tout le monde. Donc Théo donne l'épée à Adar. Adar semble avoir gagné. Il a conquis le village de Tir Arad. Il a récupéré son épée. Tous les humains sont captifs. Et là, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Un grondement de tonnerre, un grondement de cavalerie. C'est les Numénoréens qui arrivent. Voilà. Une petite scène, une petite prise caméra, voilà, ralentie de la chevauchée. Alors, on ne sera pas du tout dans la magnificence de la chevauchée des Rohirrim de la trilogie de Peter Jackson, ni du 2 ni du 3. Mais voilà, on a une chevauchée de série qui est plutôt pas mal. Voilà, quand même pas mal de figurants, pas mal de personnes à l'image, ça rend bien. Moi, j'ai bien aimé. Et ils arrivent sur Tir Arad. Donc, voilà, les 5 jours de voyage final sont passés et enfin, ils arrivent. On a du coup plusieurs groupes qui vont se démarquer. Alors déjà, Galadriel sur son cheval blanc, voilà, c'est un des rares chevals blancs de la troupe. On a du coup Elendil aussi qui chevauche. Et on a bien sûr Isildur et ses 2 potes, voilà, qui arrivent. Donc des combats. Les Numénoréens, c'est cool, ils vont utiliser des chaînes, tu vois, pour renverser les troupes. C'était plutôt sympa, bien pensé. Alors je sais que beaucoup de gens vont râler parce que en fait, les Numénoriens aiment tellement leurs chevaux que normalement, ils ne les emmènent pas à la guerre. On peut justifier ça par le fait que l'urgence, tu vois, des délais, bon, normalement, ils ne sont pas informés que Tir Arad est assailli, mais on va dire, vu qu'ils sont pressés, ils chevauchent, ils pensaient descendre à cheval et se mettre en formation d'infanterie. Ils n'ont pas eu le temps, donc voilà, ils ont foncé dans le tas. Voilà ma justification, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je fais comme je peux pour essayer de leur trouver des excuses, c'est vrai, mais c'est vrai que sur ce coup-là, Amazon, vous n'avez pas respecté l'œuvre de base. Voilà, la série prend quelques libertés, ça en fait partie, voilà. Peut-être un autre bémol
de cet épisode, mais c'est un bémol pour les fans de Tolkien, ceux qui connaissent vraiment l'univers dans ses moindres détails. Donc on a Isildur, Adamo et Valantyr qui se retrouvent dans leur premier combat. Ils s'en sortent pas si mal. Adamo est sur le point de se faire massacrer par les orques. Son frère et Isildur viennent l'aider. Elendil aussi, lui, il se fait un peu désarçonner facilement et mettre à terre par les orques dans cette chevauchée. C'est Isildur qui vient le sauver et ça permet à Isildur de regagner ses lettres de noblesse auprès de son père. Alors, je comprends pourquoi ça a été fait comme ça, pour qu'Isildur, il ait grâce aux yeux de son père, mais Elendil, ce grand guerrier, tout ça, ça m'embête qu'il soit aussi facilement vaincu par les orques. J'aurais préféré qu'il ait des faits héroïques et pas à devoir être sauvé dès sa première bataille, surtout face à des Uruk de seconde main, tu vois. Galadriel, elle met quelques coups d'épée, tout ça. Armure de plate, on connaît. Les Numénoriens à cheval, ils s'en sortent pas si mal. Arondir, tout de suite, il reconnaît Galadriel. Est-ce que c'est cohérent avec l'univers de Tolkien? Sûrement, tous les elfes doivent connaître la fille de Finarfin, je pense. Du coup, il dit, commandant, lui, il faut l'attraper, il a un objet de l'ennemi. Donc, Galadriel se met en chasse de Hadar. On a notre bon vieux Halbrand qui semble aussi le reconnaître, donc ils se mettent à deux à sa poursuite. Une belle chevauchée dans la forêt, j'ai préféré celle-ci. Elle était vraiment bien cette chevauchée. Dans les arbres et tout, on a eu ce sentiment de vitesse. En plus, Galadriel, elle murmure un truc à l'oreille de son cheval pour lui donner 5 points de vitesse. Tu vois, un peu façon RPG, façon invocation elfique et tout ça. Là, on appelle à comment il s'appelle, au Valar de la chasse. Voilà, c'était cool. En tout cas, il rattrape Hadar grâce à Halbrand. Ils le mettent au sol. Halbrand lui dit « Ouais, tu te rappelles de moi ?» Il lui dit « Non, je pensais qu'il allait lui dire Sauron, ou que la conversation elle allait vers ouais, Halbrand c'est Sauron. » Mais encore une fois, cette théorie tombe un peu à l'eau avec cet échange. Après, il faut attendre les 2 derniers épisodes. Mais voilà, je pense que ça aurait été montré différemment si Halbrand c'était Sauron. Genre, toi, Halbrand, il le bute avant qu'il parle. Ça fait un peu genre Sauron qui dit « Chut, c'est moi, tu vois, je suis de retour. » Mais en vrai, là, tu te rappelles de moi? Non. J'ai tué qui? Ton père, ta mère, ton fils? Ouais, donc je pense qu'Halbrand n'est pas Sauron. Galadriel, elle, va donc dire Halbrand, il faut garder ce gars prisonnier. Voilà, il a des infos, donc il va être mis captif. Pendant ce temps, au village, tout le monde, les Rohirrim 2.0 et les Numénoriens vont anéantir le reste de la troupe orque. Certains vont fuir, il va y avoir une petite milice qui va aller les suivre dans les montagnes. On a un échange entre Isildur et Elendil. Merci mon fils, nanana, tu m'as sauvé, nanana. Est-ce que tu m'apprendras à m'occuper de mon cheval, tout ça. Voilà, c'était sympa. On voit qu'enfin, ils sont soudés à nouveau, tu vois. Après la merde qu'a fait Isildur avec l'école de la marine. Et du coup, là, on a un Elendil un peu faible. On a un Isildur et Valantyr qui vont partir dans les montagnes traquer les orques. Adamo, lui, il dit qu'il en a eu assez d'une bataille pour savoir qu'il n'aime pas ça. Il va plutôt apporter de l'aide humanitaire aux gens de Tir Arad. Ça, c'était plutôt cool. En plus, il a une bonne gueule de mec gentil. La reine en arrière-plan, enfin, elle arrive. Tu vois, elle est restée à l'arrière pour se protéger. Bien sûr, on ne va pas mettre la reine dans la sauce. Elle arrive. Votre Majesté, voici Bronwyn, voici Arondir. Elle dit, voilà, je vous présente votre roi, le peuple de Tir Arad. Il leur dit, c'est vrai, c'est vous? Bon, déjà, eux, ils ne connaissent pas la tête de leur ancien roi. Enfin, faudra m'expliquer. À un moment, il faudra expliquer l'histoire d'Halbrand parce qu'elle n'a pas vraiment été expliquée. Nous, on découvre Halbrand sur une barque, sur un radeau. Mais comment il est arrivé là? On ne le sait pas. À un moment, il faudra nous dire, voilà, il était là, dans son palais. Hadar, il est venu, il a fui. Enfin, moi, j'aurais besoin un peu du background de Halbrand, tu vois, pour comprendre 2-3 éléments un peu flous, tu vois, dans cette chronologie. En tout cas, le peuple de Tir Arad le reconnaît. Voilà, tout va bien. La dernière fourberie d'Hadar sera de donner l'épée maudite à Weldraeg, ce sale chien qui va s'enfuir et qui va aller là où Hadar lui a dit. Il va passer l'épée dans le bitonio et là, il va se passer
il va se passer un truc. Mais voilà, je garde ça vraiment pour la fin, car c'est vraiment le cliffhanger de fin qui est très très cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette charge? Une charge plutôt light, voilà, en termes d'image. Pour une série, ça a fait le taf. Maintenant, je repense par exemple à des batailles iconiques de séries comme la bataille de la Nera qui vient en fin de saison 2 de Game of Thrones. C'est en dessous. C'est dommage. Maintenant, on est dans une saison 1. Voilà, il faut être aussi tolérant avec ça. Bon, Amazon nous a vendu la série à 1 milliard. C'était un bon épisode. Beaucoup d'action, beaucoup plus que dans tout ce qu'on a vu jusque-là. Mais, ouais, Arrondir seul qui tire quelques flèches dans Austerite. Les mecs de Tirarat qui se défendent comme ils peuvent, une prise d'otage dans une taverne, une chevauchée acceptable, des Uruks qui sont censés être un peu lessivés et pourtant qui se montrent forts face à ces paysans bretons et cette armée numénorienne qui n'a pas... J'aurais voulu qu'elle soit plus puissante, tu vois, qu'ils arrivent, que ça soit facile, tu vois, pour eux. Façon vraiment grandeur de la Légion romaine sur les peuples barbares, tu vois. Et au final, c'était plus un 50-50, mais ça n'aurait pas dû être un 50-50 dans cet échange. Voilà, donc des conclusions pour nos persos. Alborn sur le trône. Galadriel qui va parler donc avec Hadar. Ça va être juste avant notre scène de fin. Voilà, on découvre que Hadar elle dit un nom elfique, j'ai pas su, mais en tout cas, c'est vraiment les elfes capturés par Morgoth au premier âge, transformés pour certains en Uruk, d'autres rendus adeptes de son culte. Donc, Hadar, on ne nous a pas dit le nom de Maeghlor. Est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Il va falloir attendre la fin de la série. J'ai l'impression que non. J'espère quand même que c'est lui, car j'ai tout basé mes théories sur ça. Maeghlor et l'homme météorite sont frères, c'est deux fils de Fëanor. Voilà. Je vous laisserai aller voir un petit short qui est quelque part dans ma chaîne YouTube, voilà, où j'expose un peu mieux cette théorie. En tout cas, Galadriel est sur le point de succomber aux ténèbres. D'ailleurs, Hadar lui dit « Je vois que je ne suis pas le seul qui a été perverti par Morgoth. Si je n'étais pas là, tu ferais un bon agent du mal. » Genre, elle le prend mal, elle est en train de péter les plombs, elle sort la dague de Finrod, elle s'apprête à le planter. Et là, c'est Miroir, c'est Halbrand qui lui dit « Non, Galadriel, ne faites pas ça. Vous êtes quelqu'un de bien, ne succombez pas à vos ténèbres. » Donc, on a encore toute cette thématique de ténèbres. Je pense que je ferai un petit short pour expliquer vraiment la mentalité, le profil de Galadriel dans cette série, parce que j'ai beaucoup aimé. Tu vois, le côté traumatisme post-guerre, syndrome du soldat, pétage de plomb, difficulté à faire son deuil, refus d'accepter la fin des combats. Elle a des vérités, elle est convaincue que le mal est là, personne ne l'écoute, donc perte de confiance envers sa hiérarchie. Il y a trop de choses à dire sur le personnage de Galadriel. Je sais qu'il n'est pas très aimé et pourtant, je trouve qu'elle ne fait pas du tout sale gosse ou quoi. C'est plus la personne qui sait et personne ne l'écoute, tu vois. C'est vraiment intéressant. Bref. Finalement, Hadar y sourit car son plan va être exécuté. Weldraig, lui, va passer à l'action. Il met la clé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Terraformation, terragenèse. Tout le sud et tout l'est, toute cette partie-là devient le Mordor tel qu'on le connaît. De l'eau, le barrage y craque, l'eau elle est renversée. Enfin, un barrage. Il y a de l'eau qui sort de partout, façon geyser, façon barrage qui s'effondre. Il y a du feu qui commence à sortir. La montagne qu'on voyait en fond, c'est bien... la montagne du destin, elle explose, on voit que tout devient sombre, les cendres, les arbres sont renversés, les plantes sont renversées, tous nos héros sont décontenancés, voilà, voilà, ils se disent tous merde, qu'est-ce qui se passe et tout, ils voient les explosions, le feu, l'eau, tout est en train de changer. La suite, c'est comment nos amis vont survivre à cette transformation, car ils sont en plein dedans, tu vois, c'est vraiment un peu façon... tu as des personnages dans un tremblement de terre et un volcan. Là, on est dans de la survie, tu vois. Les orques, ils chantent, Hadar, il chante, et nos personnages sont décontenancés. On a quand même la reine Myriel de Numénor qui est là, tu vois, il faut la sauver. Elendil et Isildur, voilà. Isildur, on voit qu'il cherche son cheval, tout ça. Enfin, il pense d'abord à son cheval, le mec. C'est bien, mais bon, les humains d'abord, tu vois, je sais pas. Galadriel, là, c'est le point négatif de la scène.
elle est décontenancée, elle reste comme ça pendant 45 secondes en train de regarder la montagne exploser et genre tout ce qui se passe aux alentours. Et alors, je comprends le côté drama, genre elle est choquée parce qu'en fait c'est un échec. L'ennemi a réussi à créer son sol, le sol que Sauron avait prévu pour la retraite et la reconstruction de l'Empire de Morgoth, comme on avait pu le voir dans la bibliothèque de Numénor. Mais le côté je reste comme ça, immobile, pendant 45 secondes et je suis bloqué, franchement meuf, t'as 3000 ans, enfin à un moment, tu te bouges, t'attrapes des Numénoriens, t'attrapes le peuple. Voilà, au moins il l'a fait. Halbrand, il a essayé de sauver son peuple, bravo. Arondir aussi, il a essayé de réagir. Les Numénoriens, ils ont essayé de protéger la reine Myriel, surtout Elendil qui court, c'est le seul à courir vers sa reine. Bravo Elendil, bon soldat. Mais Galadriel, ouais, le côté je suis décontenancé, je l'ai trouvé un peu facile. J'aurais compris 20 secondes. Et après, tu te mets à agir. Mais carrément, elle se prend la vague de cendres, tu vois, le souffle du volcan, et elle reste là, elle fait. Bref, je vais pas. Voilà, bof, tu vois. Je trouve que quand tu es un guerrier d'élite, normalement, et surtout que. Tu me dis, ça arrive, vas-y, ça arrive dans les bois de la Lothlórien. Bon, je sais qu'ils n'existent pas encore. Je comprends que tu es anéanti parce que ta maison, mais là c'est la maison d'un autre. Vas-y, un volcan, il explose. Ton ennemi, il a gagné temporairement une bataille. Vas-y, tu te bouges, tu ne restes pas immobile. Ça, j'ai un peu du mal à le défendre, tu vois. J'ai du mal avec ça. Alors oui, Sauron, en tout cas, est de retour. L'épée a activé la terragénèse du Mordor. Le Mordor, tel qu'on le connaît, est là. La naissance du Mordor, d'où le sous-titre de ma vidéo. Donc, c'était plutôt cool. Toute cette partie transformation, encore une fois, Amazon a mis le paquet. Franchement, en termes de réal et d'FX, c'était plutôt beau. C'était peut-être une des choses les plus belles. Voilà, tout ce terrain ravagé avec le mont du destin, le mont destin qui explose et tout. Voilà, c'était cool. J'ai hâte de voir l'épisode suivant pour voir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont se reconstruire et s'enfuir, et qui va survivre. Je pense qu'il y aura des pertes humaines importantes. C'est sûr, pas les personnages qu'on connaît comme Galadriel, Myriel, on sait qu'elle est là, Isildur, Elendil aussi, mais les autres, on ne le sait pas. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé ma review, j'espère que tu as aimé cet épisode 6. Moi, franchement, c'est un bon épisode. C'était une belle conclusion pour tout ce qui est Adar et les hommes du Sud. Maintenant, j'ai vu dans les trailers qu'on va se concentrer un peu sur Elrond, Durin et Gil-galad. Voilà, à voir ce qu'ils peuvent apporter dans toute cette nouvelle, voilà, ce nouvel état de transformation du Mordor, tout ça, ce qui va se passer avec eux. En tout cas, les amis, beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne. Allez voir Star Wars Andor, ma review de l'épisode 4. Très très bon épisode. Beaucoup d'autres choses, soyez curieux. Un peu de street culture, mais pas trop en ce moment. Je m'en excuse pour les fans de la street culture, pour ceux qui aiment ce contenu-là. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. C'était Isma. Bye.